Bonjour. Bonjour. Macaron, Petit gâteau. Croissant, toilette, Écharpe. Rouge. maillot, buffet, bonnet, Soutien. lingerie, maquillage, Abatture. Bâton. Casserole. En français. votre goûter parfumé à la langue française. Salut, soyez les bienvenus. Je suis Adrien Louis. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Et aujourd'hui, je suis très bien accompagné. J'ai à côté de moi Vanessa Pastorini. Comment ça va, Vanessa? Bonjour à tous qui nous écoutent en ce moment. C'est un plaisir pour moi d'être ici entre vous, mais je ne sais pas comment je peux dire ça. Je suis incroyablement ravie d'être invitée à participer à un podcast, donc j'essaierai de dire les meilleures choses possibles. Voilà, non, c'est nous qui sommes ravis hein, quand tu as accepté l'invitation. En fait, l'histoire de cette invitation pour nous, c'est déjà très belle hein, parce que c'est 100% grâce au podcast même qu'on s'est Voilà, connus. En voilà. fait, je flânais sur notre page Instagram, hein, sur la timeline, je flânais comme ça. Et du coup, j'ai vu le post que tu as fait en disant que tu allais donner un cours, n'est-ce pas? Voilà. Les cours seront justement 2 jours de cours. Ce n'est pas un cours incroyablement nouveau, mais je l'ai déjà proposé à l'USP pendant un cours d'extension, comme on appelle là-bas. Et donc, j'étais invitée aussi à proposer un autre cours, mais maintenant chez l'Université du Mato Grosso. Et donc, j'ai pensé pourquoi pas. Et la date, c'est très important pour moi parce que les cours, aura lieu les 7 et les 8 mars. Donc, les 8, c'est un jour très important pour nous, les femmes, parce que, n'est-ce pas, c'est le jour qui ont fête le jour de la femme. Et donc, c'est pour ça que je l'ai choisi. Cette date, ce moment spécifique et aussi la thématique. Voilà, parfait. Bon, pour les francophones qui nous écoutent, l'USP, c'est l'Université de São Paulo. Mm-hmm. Et quel est le titre déjà, du coup, juste pour les gens qui nous Oh mon écoutent? bon Dieu, j'ai oublié le nom de mon propre Non, cours. mais juste J'essaierai de lequel. les trouver ici parce que j'ai publié sur mon Instagram. Donc, à ceux qui veulent me suivre aussi, mon Instagram, c'est juste Vanessa Pastorini. J'essaie de publier des choses que j'ai fait, des choses que je publie. Et donc, le nom de mon cours sera, je peux dire en portugais parce qu'il est en portugais quand même. D'accord. Ouais. Pesquisando mulheres, feminismo francês à luz da semiótica e dos estudos de gênero. C'est drôle parce que je ne suis pas une étudiante des sciences sociales. Donc, je suis plutôt liée au cours de linguistique, mais pas la linguistique appliquée, la grammaire générale, etc., etc. Mais donc, c'est le domaine du discours avec qui je travaille, mais c'est intéressant aussi. Nous avons beaucoup de possibilités avec cette méthodologie. Et c'est pour ça que j'essaie de mélanger l'anthropologie, la science sociale, tout à fait avec la linguistique. Ah, voilà. Donc, ouais, voilà. Donc, l'histoire, je flânais là sur la timeline de l'Instagram du podcast. Et du coup, je suis tombé sur ces posts-là du cours et j'ai fait un petit commentaire en disant que ce serait cool d'en parler. Hein. Parce qu'en fait, Voilà. j'ai vu que tu as fait des études sur les luttes féministes en France. Hein. Voilà. Et bon, voilà. Et après, tu as accepté, tu m'as envoyé un beau article que tu as écrit qui s'appelle Les femmes françaises du 19e siècle, trajectoire des luttes. Voilà. Et c'est sur cet article, ces histoires, ces trajectoires des luttes qu'on va parler aujourd'hui, n'est-ce Voilà. pas? Cet article, il est le produit de mon mémoire de master. Et c'est intéressant parce que quand on écrit un mémoire, par exemple, quand on est au master en linguistique, il n'a pas besoin vraiment d'écrire un contexte politique, etc., etc. Mais j'ai dédié un chapitre entier à ça. Mais le plus important quand nous sommes chercheurs, chercheuses, c'est de publier ce qu'on fait. Donc, j'ai vu cette idée de publier ce parcours de femmes parce ça peut choquer un peu, mais il est difficile de trouver un parcours complet qui part de la Révolution française jusqu'à la fin du 19e siècle. Ce n'est pas simple.
je me sentais plutôt comme en remontant au bricolage, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que ça m'a beaucoup intéressé de publier ça. Et aujourd'hui, vous pouvez les trouver sur mon academia.edu, etc. Donc, il faut juste chercher mon nom sur Google que vous pouvez trouver mes choses. Voilà. Ah, parfait, hein. On a déjà commencé à bien parler, mais normalement, on pose toute une première question, hein. Voilà. Alors, Vanessa, qui es-tu à la queue de la boulangerie? Bon, moi, je serais juste une personne dans l'accueil qui veut gagner son pain. Donc, en Ouais. plaisantant, je me présentais comme fille agitée par les choses du monde. Donc, je me sens toujours confrontée aux faits sociaux et parce que nous ne sommes pas isolés au monde, nous sommes, comment je peux dire ça? Il y a beaucoup de gens en notre, comment je peux dire ça? Oh. Voilà, nous sommes dans une société et comme citoyens, comme citoyennes, nous avons beaucoup de responsabilités aussi avec nos camarades, avec les autres citoyens, parce que sinon, nous allons vivre seulement toutes seules et sans réfléchir avec l'autre qui est à notre côté. Et donc, ça me touche beaucoup, je pense beaucoup aux autres, pas à moi-même. Et un autre, je me considère, on parle un peu plus à propos de moi-même, je me considère très généreuse avec mes amis parce que je pense qu'il est important d'avoir de bonnes relations sociales parce que sinon, nous serons tout à fait seuls. Mais j'ajoute que je suis aussi très compétitive. Et, et c'est drôle parce que quand je pense à mon parcours académique lié à cette compétitivité, je me souviens que derrière moi, j'étais très impliquée dans les questions universitaires. Par exemple, je pense beaucoup de façon de comment les étudiants à l'USP peuvent rester à l'université dans une ville si chère. Donc, ou louer un appartement ou louer une chambre pour habiter coûte plus ou moins 1000 reais. Et les jeunes étudiants n'ont même pas la moitié de ça pour vivre pendant un mois. Donc, ça me touche beaucoup. Et donc, c'est pour ça que je me sens liée tout à fait aux faits sociaux. Donc, à l'accueil de la boulangerie, je serai cette personne avec qui tu peux parler et qui tu peux demander des conseils, demander d'aide quand même. Voilà. Ah, voilà. Donc, tu ne vas pas seulement gagner du pain, mais partager le pain avec les autres. Voilà. Sinon, nous serons tout à fait seuls dans ce monde, fermés dans notre petit monde, d'autres mondes, n'est-ce pas? Dans un large monde, nous avons des petits mondes où les gens ne veulent plus sortir. Et ça, pour moi, c'est le problème de notre société. Nous ne regardons pas les gens qui sont à notre côté quand même. C'est pas, nous sommes déjà si fermés. Peut-être à cause de la pandémie, n'est-ce pas? Après 2 ans isolés, etc., ça nous a donné peut-être les sentiments d'individualité plus forts, mais ça ne marchera pas pour moi. Oui. Voilà. Ah, parfait, hein? Très, très bien. Une très bonne personne pour rencontrer à la queue de la boulangerie, quoi. Voilà. Merci. Alors, Vanessa, parle-nous un peu de ta formation et quand est-ce que le français est apparu dans ta vie, parce que en fait, avant tout, tu es brésilienne, hein, il faut dire à Voilà. nos invités, quoi. Le plus drôle, c'est que mon parcours académique, c'est un petit chaos, n'est-ce pas? Parce que j'ai commencé mon cours de lettres en lettres par la langue allemande, parce que c'était les cours qui se déroulaient à la nuit. Mais j'ai laissé l'allemand après 2 semestres parce que pour moi, c'était une langue qui, je ne sais pas, n'a pas m'attiré l'attention. Parce que pour moi, si tu veux apprendre une langue, il faut que tu sois passionné par elle, parce que tu vas découvrir une nouvelle culture, tu vas découvrir de nouveaux aspects, etc. Et donc, moi et l'allemand, nous n'avons pas ces sentiments. Ce n'est pas réciproque. Mais
Et aussi, je sortais de la fac vers 22h de la nuit, 22h nuit, etc. Et un jour, j'ai presque été volée à l'arrêt de bus. Et donc, ce qui m'a donné envie d'étudier le matin. Et donc, Oui. tout a commencé avec ça. Mais pour faire ce mouvement, j'ai dû choisir un autre parcours dans le cours de lettres. Nous avons plusieurs parcours, donc je devais choisir un autre. Il avait soit le portugais, soit l'espagnol, l'anglais, l'italien, le grec et le français. Et j'ai beaucoup réfléchi, etc. Et de tout, c'est le français que j'ai choisi parce que ma grand-mère, elle avait étudié le français à l'époque quand elle était au lycée. Et donc pour nous, avoir une grand-mère, n'est-ce pas, qui a eu l'occasion de fréquenter, de faire des études, ce n'est pas simple au Brésil à l'époque. Donc, 1930, 1935, donc pour moi, c'était un motif. Je me sentais incroyablement flattée d'avoir une grand-mère si bien une intellectuelle à l'époque. Et elle m'a donné aussi ces livres de français de l'époque. Je les ai encore et ils sont... C'est beau ça. C'est beau. Mais c'était tout à fait... Les études de français à l'époque, c'était tout à fait la répétition. Il faut juste répéter les phrases. Je veux acheter du pain. Voilà. Je veux acheter... C'est la répétition. Le livre sur la table. Voilà. J'ai une élève qui faisait Duolingo, qui c'est un peu cette méthode-là. Voilà, la même méthode Duolingo. Elle a dit qu'un jour, elle faisait les exercices et il a dit « La vache mange le canard ». Elle a dit « Quoi? Comment ?» Où t'as appris ça? Bon, c'est Duolingo. Oui. C'est justement apprendre ça, une méthode. Pour nous aujourd'hui, je ne sais pas, ça ne marchera pas. Mais bon. Et il faut que j'ajoute que j'étais une étudiante terrible. Oui. Mon relevé de notes de premier cycle comporte des notes très moyennes. Je pensais juste qu'il faut que je réussisse dans cette discipline, mais sans être une note A. Tu vois, je voudrais justement terminer mon cours parce que j'ai travaillé depuis l'âge de 18 ans. J'ai commencé à travailler très tôt. Et j'ai pensé plutôt à m'insérer dans les marchés du travail, etc. Donc, l'université n'était qu'en second plan, n'est-ce pas? Et il faut que j'ajoute le doctorat lui-même est le fruit d'un pur hasard. C'était tout à fait le hasard parce que j'étais à la fin de mon master et j'ai pensé, mon plan, c'était de partir en France pour être au pair. Oui, parce que terminer un master et être au pair, pourquoi ça? Parce que... Mais tu as fait ton master ici au Brésil. Voilà, j'ai fini mon master à l'UFMG, mais je voudrais vraiment sortir de Belo Horizonte parce que j'habite ici, je pensais, il n'y a plus rien ici, moi, etc. Mais ma mère, elle était... Je ne sais pas, elle n'a pas beaucoup aimé l'idée. Elle m'a demandé un jour, Vanessa, essaye seulement une université pour le doctorat. Non, je ne veux pas. Donc, si je vais choisir une, je choisirai l'USP, Université de São Paulo. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas, c'est la plus connue, etc. Et je me souviens que le dernier jour d'inscription, je n'avais pas les documents nécessaires. J'écris un petit email et j'ai envoyé en disant « Je n'ai pas tous les documents nécessaires à cause de la pandémie. Et donc, si vous voulez accepter mon inscription, après tout ça, je les envoyerai. » Mais j'ai pensé, ils ne vont pas accepter ça. Mais ils ont accepté. Oh mon Dieu, donc il faut que je fasse.
Il faut que je fasse cette parcours de sélection. Et voilà, j'ai réussi. J'ai pensé, putain, qu'est-ce que je veux faire, mon doctorat. Et je me souviens, ma première réunion avec mon directeur, je lui ai dit tout ça, que je ne voulais pas faire mon doctorat. Il était, quoi? Comment ça? Tu voulais être au pair en France, mais pas suivi ton parcours? Oui, c'est ça. Mais grâce à lui, professeur Valdir Beivides, j'ai commencé à vraiment aimer cette opportunité que la vie m'a donnée. Et c'est pour ça que bon, si je veux faire, je veux bien faire. Ça. Oui. Et c'est sur quoi? Donc, juste pour reprendre les informations. Donc, tu as fait ta licence en lettres, Voilà. après ton master en En lettres, linguistique. en linguistique. Et Et déjà, dans ces parcours des femmes françaises. voilà. J'ai Comment tu as fait cette liaison hein, entre la cette linguistique et... liaison, par exemple, pour le master, j'ai écrit un projet dédié à l'œuvre de Victor Hugo, Marie Tudor. Et à l'époque, je pensais que c'était une bonne idée de travailler avec ces livres, etc. Et j'avais un directeur n'est-ce pas, de mémoire. Il m'a dit, Vanessa, je ne travaille pas beaucoup avec la littérature, je travaille plutôt avec les journaux, les discours des minorités, voilà. Et je me souviens que je suis sortie de cette réunion et je suis allée à la bibliothèque de la faculté des sciences humaines et sociales. Et je suis allée j'ai commencé à seulement une petite promenade dans la bibliothèque en regardant les livres. Il y en avait beaucoup qui m'attiraient l'attention, mais un en spécifique qui s'appelait Histoire du féminisme français du Moyen-Âge à nos jours. Et je n'ai pas plus de projets, donc je chercherai ici. Et j'ai commencé à lire. Ce n'est pas un livre d'assectes qu'on trouve pour acheter dans quelques lieux. Et donc, au Brésil, je pense qu'il est un peu rare quand même, mais je l'ai trouvé à la bibliothèque. Il y avait beaucoup d'informations très intéressantes à propos de ce parcours du féminisme en France. Et pourquoi pas travailler avec ça, n'est-ce pas? Et tu peux me demander, mais pourquoi donc le 19e siècle? Et j'ai écrit justement ça parce que ce qui m'a attiré l'attention, c'est que le 19e siècle avait, pour moi, j'avais l'impression qu'il avait une absence de signification pour la construction du féminisme actuel. Donc, il parlait justement des petits moments et justement pour arriver à Simone de Beauvoir. Et le 19e siècle avait peut-être, je pense qu'ils ont oublié de remplir cette part, peut-être. Mais j'ai trouvé des noms intéressants, que c'était les noms des journaux avec lesquels j'ai travaillé, qui sont La Citoyenne et La Fronde, l'un des deux journaux avec lesquels j'ai travaillé. Et bon, ça. Et après, j'ai commencé à lire les œuvres d'un auteur qui s'appelle Michel Perrault. Elle a confirmé l'impression que j'ai eue, que c'était effacement de l'histoire des femmes au 19e siècle. Donc, merci Michel Perrault donc, pour confirmer mon hypothèse. Et après ça, j'ai parti avec mes études, j'ai suivi cette idée. Voilà. Ah, voilà, c'est parfait. Donc, tu voulais justement trouver les Voilà. trous. Qu'est-ce qu'il y a dans cet espace Qu'est-ce qu'il y a? ici? Il faut avoir quelque chose quand même. Oui. Ah, c'est très belle l'histoire déjà. Et maintenant, le doctorat, juste par curiosité même, on va parler plus de ton master, Voilà. mais qu'est-ce que tu fais maintenant en termes de doctorat? Aujourd'hui, je travaille avec une anthropologue et j'essaye de faire une réflexion parce que je me souviens, j'étais dans un congrès en parlant de ma recherche
Et ils m'ont posé une question qui m'a bouleversée. Ils ont demandé, voilà, tu as fait un très beau travail à propos de la France, mais où est le Brésil ici? Et donc, c'était presque, je ne sais pas comment je me sentais, mais c'était pratiquement comme une confirmation pour moi que j'ai déjà fait un bon travail avec ce que je vais proposer et qu'il faudrait, à ce moment, partir, n'est-ce pas? Il faut penser à d'autres choses. Mais aujourd'hui, euh, nous sommes brésiliens, mais nous ne connaissons pas beaucoup l'histoire du Brésil à fond. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai commencé à rechercher quelque chose et c'était justement en 1988 avec la Constitution, la nouvelle Constitution, donc la Constitution que nous avons aujourd'hui, que les peuples indiens peuvent avoir lieu, peuvent se manifester idéologiquement, peuvent, n'est-ce pas, militer, je veux dire, c'est comme ça, publiquement. Parce que si nous repensons l'histoire des peuples originaires au Brésil, c'est une histoire si mauvaise. Et par contre, ils étaient interdits, par exemple, j'essayerai de dire en français, une chose qui m'attirait l'attention. Ouais. Il avait deux possibilités pour ce peuple. Laisser ces aspects indiens et commencer à vivre comme un homme blanche. Et s'ils faisaient ça, comme un cadeau, ils pouvaient être citoyens, avoir le droit à voter, le droit, etc. Mais tu es devenu un citoyen, un homme blanche, tu perds le droit à la terre. Ah, je savais. Oui, je savais pas. Voilà. Mais si tu veux rester avec sa terre, n'est-ce pas, d'origine, si tu veux maintenir sa vie là comme on est indien, tu seras tutoyé par la FUNAI. Donc, tu n'auras pas de droits. Tu seras tutoyé par exemple, il avait les premiers députés indiens. Il n'a pas eu l'accès à son passeport parce que la FUNAI ne l'a pas autorisé. Et aujourd'hui, je ne savais pas du tout ça. C'est dingue. Hein? Voilà. Bon, juste pour les francophones, FUNAI, c'est la fondation responsable pour les Avant, terres ça s'appelait SPI, les services, je ne me souviens pas, je ne me souviens plus, mais avant, elle avait un autre nom, parce que le général Rondon, à l'époque du génocide des Indiens, il avait essayé de faire le mouvement de pacification, qu'il était un mouvement composé de 3 étapes, etc., etc. Mais ce que ma recherche aujourd'hui, c'est au contraire de ce qu'ils imaginaient, que c'était l'effacement des peuples indiens. Aujourd'hui, les femmes sont sur l'Instagram et elles veulent, ce qu'elles font quand elles vont, par exemple, prononcer un discours à l'ONU, qu'est-ce qu'elles font? Elles s'habillent de sa ethnie. Elles sont citoyennes, mais elles sont aussi indiennes avec sa ethnie, avec sa propre langue, etc. Et ça, c'est un mouvement impensable à l'époque. Je ne sais pas si tu sais, mais quand Lévi-Strauss voulait partir au Brésil, voulait connaître le Brésil, il est allé à l'ambassade du Brésil, l'ambassade du Brésil en France, et l'ambassadeur lui a dit « Ah, il n'existe plus des Indiens au Brésil. » Et Lévi-Strauss était frappé avec cette notion, avec cette idée de l'ambassadeur. Donc, nous avons une histoire très terrible. Et c'est ça que je vais chercher aujourd'hui, ce mouvement de réappropriation de sa identité et de ses droits des femmes indiennes. C'est ça. Wow.
Donc, d'ici 2 ans, tu finis, 2, 3, 4 ans, tu vas commencer 3 ans. maintenant. Il manque encore 3 ans Donc, pour voilà. écrire une thèse. Rendez-vous d'ici 3 ans pour enregistrer cet épisode-là, parce que je suis curieux Voilà. déjà de savoir le résultat de cette recherche. Je ne sais pas, nous sommes brésiliens, mais nous ne savons pas de ça. Ce n'est pas enseigné à l'école, n'est-ce pas? Et bon, Pas du tout. On étudie beaucoup plus l'histoire européenne que l'histoire brésilienne, hein. voilà. Mais il faut avoir les cœurs ouverts, par exemple. Comme les congrès m'a demandé ça, je pouvais justement, il ne me connaît pas, je vais continuer à étudier avec la France, etc. Mais comme chercheur, il faut être provoqué par pour des nouveaux projets, mais c'est pas pour de nouveaux développements. C'est ça. Ah, voilà, parfait. Bon, on revient à nos moutons, comme on dit en français. Voilà. Bon, aujourd'hui, l'idée principale, c'est parler un peu de ton travail que tu as déjà fini, que c'est le travail D'accord. de master, hein, à propos des mouvements des D'accord. femmes françaises au 19e siècle. Et bon, on va commencer du tout basique même, hein, la base de la base pour les gens qui écoutent parler une première fois de ce thème. Comment tu expliquerais à un enfant de 5 ans qu'est-ce que c'est le féminisme? Voilà. Je ne sais pas si je réussirai de dire à un enfant de 5 ans, parce que l'idée même du féminisme, pour moi, c'est qu'il n'y a pas le féminisme, il y a des féminismes. Parce qu'au pluriel même, c'est comme si nous devions examiner ce qu'affectent les femmes en tant que qu'être raison serait dans un genre socialement construit. Mais c'est pas, dans ces cas, il faut penser aussi à la notion de genre, mais je ne vais pas me débrouiller sur elle, je vais justement penser à l'histoire des femmes. Parce que ces jours aussi, j'ai lu un article sur la question de la burqa, par exemple, que c'est une thématique qui nous attire beaucoup l'attention, nous, comme occidentales, et sur la façon dont les féministes pensent parfois tort à ce sujet. Pourquoi? Il est fait fréquent, par exemple, de les utiliser, la burqa, comme moyen pour les femmes de s'échapper socialement. Mais c'est pas sans savoir l'attention sur elle-même et de créer à partir de là ce qu'elle considère comme la liberté. Donc, l'idée centrale du féminisme pour moi, c'est que les femmes peuvent faire ce qu'elles veulent sans suivre un parcours qui a été déjà imaginé à elles, par exemple. Être femme, si tu es une femme, tu dois être calme, être douce, être gentille. Et donc, ça, c'est une construction sociale. Et pour moi, le féminisme, c'est de savoir bien rompre avec cette construction sociale et laisser que les femmes fassent ce qu'elles veulent. Et le cas du burqa, l'idée, c'est de laisser les femmes faire ce qu'elles veulent. Donc, si elles veulent s'habiller avec une burqa, qui sommes-nous à dire non? N'est-ce pas? S'il s'agit d'une chose qu'elles se sentent plus confortables, si c'est une chose qu'elles se sentent plus à l'aise, qui suis-je pour l'interdire? N'est-ce pas? Donc, le féminisme, c'est justement, pour moi, cette notion de laisser les femmes faire ce qu'elles veulent, mais aussi sans laisser que mes copines, les autres femmes, souffrent. Par exemple, quand j'ai dit qu'il s'agit de féminisme au pluriel, c'est que une femme blanche n'a pas les mêmes besoins d'une femme noire. Et cette notion, pour moi, c'est basique. C'est basique. Et sinon, au fur et à mesure que nous parlons, je vais dire la raison par laquelle je déteste les mots universels. Oui, voilà. Et c'est intéressant parce que quand tu as commencé à nous parler, tu as parlé de ces trous historiques qu'il y a eu au 19e siècle français, des femmes du 19e siècle français. Et tu m'as fait penser à l'entretien qu'on a fait avec Antoine Lidier, dans laquelle il parlait de sa recherche
de sa quête d'archives, hein, et de cette importance d'avoir quelqu'un, d'avoir un chercheur, une chercheuse qui court après ces archives historiques, justement pour permettre de faire cette réécriture de l'histoire, hein, d'après le point de vue des minorités qui ont été effacées, hein, en tout cas. Voilà. Et quand tu m'as envoyé ton article, que je l'ai lu, et maintenant, pendant que je t'écoute, je pense qu'il y a beaucoup de ça dans ton travail, hein. Qu'est-ce que tu penses de cela? Moi, donc, j'ai écouté ce podcast et moi-même, j'aime cette idée de retourner aux archives. Et pour moi, c'est comme la chasse au trésor de l'histoire perdue. Et pourquoi, par exemple, quand je faisais ma recherche, j'ai beaucoup employé la Bibliothèque nationale de la France parce que nous disposons là-bas de milliers de documents numérisés, digitalisés qui n'attendent qu'un chercheur enthousiaste pour s'y plonger. Donc, il y en a encore plein de choses à faire pour reconstruire cette histoire. Et si nous, par exemple, ce n'est pas justement à mon avis, c'est une idée déjà bien fondée, une idée déjà bien acceptée par les milieux intellectuels que si nous nous arrêtons uniquement aux œuvres canoniques, nous restreindrons notre interprétation du passé à très peu de personnes. Mais le passé, nous savons, il a été écrit par plusieurs personnes, par plusieurs. Et c'est une chose, par exemple, de lire un roman. Et si nous pensons donc à l'histoire des femmes, c'est une chose de lire un roman écrit par une femme qui, souvent contrainte par son éditeur, ne sait pas d'écrire, qui était justement contrainte par l'éditeur d'écrire, c'est que la société voulait. Autre chose différente, parce qu'elle n'a pas pu développer peut-être des idées progressistes, mais même si elle les voulait faire. Mais c'est toute autre chose de lire une lettre, par exemple, je donne une lettre d'une travailleuse, d'une femme opéraire, et dans les mouvements, n'est-ce pas, de demande, dans le cas des mouvements pour de meilleurs salaires. Donc, il s'agit pour moi de deux discours complètement différents, mais nous avons beaucoup l'envie de rester sur l'histoire canonique. Mais pas lire une lettre et déjà oublier. Je ne sais pas qui personne, parce que ce n'est pas une femme connue. C'est une femme de la société, une femme opéraire. Pourquoi lire? Mais c'est avec elle que nous pouvons vraiment connaître la société, parce qu'ils étaient la majorité des peuples à l'époque, n'est-ce pas, les opéraires. Et donc, c'est avec elle, justement, que nous pouvons connaître ce qui s'est passé. C'est ça. C'est pour ça que j'encourage les autres à penser à revisiter les archives. Non, c'est super même. C'est vraiment une quête trésor même, hein. Tu découvres. Voilà. J'imagine la sensation quand tu trouves les trous, quand tu commences à monter le puzzle là avec chaque pièce. Tu dis, ah voilà, ça marche. Pendant mon master, je me souviens qu'il y avait un petit article qu'elles ont écrit, je pense, 1888, qui parlait de l'avortement de la femme. Wow. Qui pensaient déjà à ça. Elles avaient une idée déjà bien claire. Et pas la citoyenne, mais les journaux La Fronde, par exemple, il y avait une place à la fin du journal où elles invitaient un docteur spécialisé pour écrire quelque chose de santé féminine, des femmes. Et c'est intéressant, ce sont des femmes qui voulaient parler aux autres femmes. Et pour nous, c'est une chose très récente, mais non, elles avaient déjà cette envie d'établir une relation plus proche avec une femme qui travaillait dans l'industrie et la femme bourgeoise. Quand j'ai lu à propos de l'avortement, c'était une idée très claire déjà, comme les femmes sont culpabilisées,
Culpabilisées, pardon. Elles étaient culpabilisées d'une chose en tant que le Don Juan l'a laissée seule. Ah, Et wow. elle avait... Ah, mais c'est magnifique. C'est c'est pour ça que donc, nous pouvons trouver encore beaucoup de trésors là-bas. Ah, c'est très, très beau, hein. Et dans ton article, déjà en entrant dans le texte, vraiment, Voilà. tu parles d'un idéal domestique féminin, hein? Et Oh, c'est quoi ça? C'est quoi cet idéal? Qu'est-ce par que tu voulais exemple, dire par là? une autre chose qu'il faut que j'ajoute, c'est que quand nous pensons à l'histoire des femmes, ce n'est pas une histoire progressive, par exemple, que nous partons du numéro 1 et que nous allons arriver au numéro 10 des progrès, des droits. Non. Un jour, nous serons dans le 3e étage et de l'autre, nous serons au 7e étage, mais d'un jour à l'autre, nous serons au 1er étage une autre fois. Et donc, lorsque nous remontons dans l'histoire de la France, dans la période entre la Révolution et la consolidation de la Troisième République, nous voyons beaucoup de choses se produire presque simultanément. Par exemple, une chose que je veux souligner ici, c'est l'appel à l'action des femmes lors de la prise de la Bastille, par exemple. Les femmes étaient invitées à prendre les armes et de lutter côté à côté avec les hommes. Par exemple, et cependant, dès que les hommes ont atteint leurs objectifs, donc ils ont créé un imaginaire de l'effure de la guillotine. Non, il y avait un nom spécifique, un imaginaire qu'ils ont été construits. La pétroleuse, ce sont un imaginaire qui a été construit pendant la Commune de Paris, mais à la Révolution française, ils ont construit un imaginaire de la femme folle, de la femme qui brûle tout ça qu'elle voit, justement pour qu'ils veulent restreindre les femmes à la maison. Et c'est ça qui me touche beaucoup, ça qui... Je ne sais pas, tu peux penser à ça, tu es invité à lutter, n'est-ce pas? Tu peux être mort, n'est-ce pas? Tu peux être assassiné pendant cette prise de la Bastille. Et quand toi et tes copains, vous avez finalement réussi, n'est-ce pas? Vous avez arrivé au bout de vos projets. Mais après tout ça, seulement les hommes ont gagné. Parce qu'après tout ça, ils ont créé un imaginaire de la femme folle et ils ont restreint les femmes chez la maison parce qu'ils ont dit qu'il fallait, par exemple, éduquer les nouveaux citoyens. Mais c'est pas parce que la France avait maintenant besoin que les femmes soient chez elles. Et ça, par exemple, beaucoup de femmes à l'époque ont créé des associations pendant la Révolution française, beaucoup d'associations assez intéressantes. Si tu pars en France, il y a encore beaucoup de rues qui ont une petite notification de, par exemple, ici, nous avons eu l'association dirigée par les femmes, etc., etc. Mais quand les hommes ont réussi, ils ont pris le pouvoir, ces associations ont dû fermer les portes. Les femmes qui étaient à la place de liderances, n'est-ce pas, qui étaient les directrices de ces associations, la plupart ont été ou assassinées ou emprisonnées, n'est-ce pas? C'est très mauvais de se souvenir de ça. Oui, c'est pas bon, on a gagné, maintenant, redonne-nous les Voilà. armes et retournez à la maison et voilà, c'est fini. Mais nous luttons avec toi. Pourquoi ça? Je sais pas. En fait, Nous sommes... tu peux conclure, pardon. Non, par exemple, nous sommes également capables, comme toi, c'est ça. Oui, voilà. J'allais dire que tu m'as fait penser, en racontant cette histoire, ils ont reproduit exactement cette... comment tu non, ils ont reproduit exactement ce processus Voilà. dans la série The Handmaid's Tale. Ah, voilà. Parce C'est que une la bonne association. femme C'est une très bonne association. du colonel, là, d'un des
des chefs, dans des boss là, de l'armée. Elle parlait pour le mouvement, là. Voilà. J'ai Elle a oublié les écrit noms. aussi Voilà, elle a écrit un manifeste, elle a écrit Mhm. je ne sais pas comment ils appellent, c'était, ah bon, elle a aidé beaucoup à arriver au point où ils sont là, et à la fin, elle a été soumise à la maison, à ses idéaux de domesticité féminin, hein. Et il montre ça beaucoup. Voilà. Tu as bien compris l'idée de l'idéal de domesticité. Mais Voilà. parce que ça ne fait pas du sens pour nous aujourd'hui. Ça ne fait ça ne fait aucun sens. Pour ceux qui n'ont pas regardé la série, bon, Oui, je vais vous j'ai recommander. regardé, j'ai arrêté de regarder à la troisième saison parce que ça me fait du mal. Je Oui, c'est pensais qu'elles ont progressé et à la fin de la première saison. Oh mon Dieu, il faut que je continue à regarder, etc. Mais ça me fait du mal de voir ce qu'ils faisaient avec les femmes. Et bon, non, il faut avoir du stomach. oui, c'est très fort même, hein. Ça fait Mhm. même, Mais ça fait c'est mal même. ça l'idée. Oui, c'est ça l'idée. C'est justement ça. Ah, voilà, parfait. Et Et là, une petite polémique là, parce que Voilà. j'ai déjà entendu, en fait, j'ai toujours entendu dire que la déclaration des droits de l'homme était quelque chose d'universel. C'est déjà parlé que tu n'aimes Voilà. pas ce terme. Et que c'était pas seulement, parce que le nom, c'est Déclaration des droits de l'homme, et toujours quelqu'un demandait, ah, et les femmes? Et les gens Voilà. disaient, non, c'est pas seulement pour les hommes. L'homme, c'est l'universel des êtres humains et tout. Toujours, j'ai entendu ça depuis que je suis petit. Après, adulte, j'écoutais Voilà. les gens parler ça et tout. Et si j'ai bien compris dans tes recherches, tu n'étais pas vraiment d'accord avec ça, hein? Non. Ce qui m'attire beaucoup là, aussi, c'est que l'histoire est plus mauvaise qu'on pensait. Donc, nous avons l'accès à une histoire de Disney, n'est-ce pas? Et par exemple, j'aime bien donner des exemples parce que ça deviendra un peu plus clair. Les mots universels, par exemple, il a été écrit, c'est incroyablement joli. Et j'ai écrit un petit résumé, je vais le lire, mais il y a une chose que je vais ajouter que ça peut pas frapper aussi ceux qui nous écoutent. Mais voilà, je vais suivre le parcours. C'est à l'aise, Et hein? quand on parle d'universel, par exemple, si je ne me trompe pas en ce moment, à l'époque de la Deuxième République, au milieu de 1848, c'était un universel plein de clauses. Donc, ce n'est pas un universel accessible à tout le monde. Il faut avoir quelques requis pour, par exemple, les femmes à l'époque n'étaient même pas considérées comme des citoyennes. Elles étaient placées dans la position de dépendantes de leur mari. Donc, dans ma recherche même, j'écris que pour les femmes, la meilleure chose à faire, c'était de rester célibataires, n'est-ce pas? Elles avaient plus de droits comme célibataires que de mariées. Et par exemple, ou d'être veuve, né? Se marier après la mort du mari, pas se remarier. Napoléon détestait cette notion parce c'était un conquérant et pour être un conquérant, il faut avoir des soldats. Et l'unique façon d'avoir des soldats est que les femmes font des enfants. Mais c'est pour Oui. ça qu'il détestait Madame de Staël, par exemple, parce qu'elle défendait cette idée, cette notion. Elle était une femme très influente, pas l'idéal conservateur, n'est-ce pas? Elle ne suivait pas l'idéal conservateur d'avoir beaucoup d'enfants. Et donc, elle a été exilée pendant beaucoup de temps, etc. Parce que Napoléon avait une idée de socle dur de famille, femme, père, beaucoup d'enfants, n'est-ce Oui. pas? Mais par exemple, si je reprends l'idée d'universel, euh, c'était comme vivre dans le monde sans avoir le droit à rien. Si, par exemple, si tu veux demander à un policier à la rue, oh, cet homme m'a volé. Oh, mais ce n'était pas toi qui peut-être était si facile. Tu as déjà
l'éternel ennui. Et nous avons aussi l'idée, par exemple, de l'éternel ennui de la femme bourgeoise. Nous avons beaucoup de mouvements artistiques à propos de ça, que ce sont des images de femmes bourgeoises très ennuyées, etc., etc. Mais si nous pensons, tu n'as aucun droit, pratiquement. Même le droit à l'héritage, si tout se marie, tout est marié, le droit à l'héritage deviendra le droit à l'héritage à ton mari, pas à toi. Et donc, ce n'était pas une chose simple. Même aujourd'hui, par exemple, avec ce qu'on appelle le féminisme universel, pour moi, c'est problématique parce que universel dans quel sens? Supposons, moi, je vais habiter à São Paulo, à Butantã, près de l'université, etc. Donc, c'est une chose pour moi de revendiquer le droit d'aller et venir en toute sécurité, n'est-ce pas? Sans avoir peur, etc. Comme universel, le droit d'aller et venir. Voilà, c'est ça l'idée d'universel pour moi. Mais mon droit d'aller et venir de Butantã au campus de l'université, c'est-à-dire à côté, est complètement différent du droit d'aller et venir d'une femme noire périphérique. Donc, je ne peux pas dire qu'ils sont la même chose. C'est tout à fait idiot de penser que c'est la même chose. Par exemple, d'une femme qui passe parfois 4-5 heures dans le transport public juste pour aller au travail. Et donc, comment puis-je cadrer des difficultés variées sur un plan universel, n'est-ce pas? Et dans mes études, la directrice du journal La Citoyenne, elle aimait l'idée de créer un féminisme universel, etc. Elle était une femme très engagée, Hubertine Claire, elle s'appelait ça, très engagée pour les luttes des femmes. Elle mérite beaucoup de choses, n'est-ce pas? Parce qu'à l'époque, lutter pour les droits des femmes, c'était une chose incroyable. Tu peux être envoyé à prison à chaque instant. Mais elle a écrit un livre que j'ai lu qui s'appelait Les femmes en Algérie. Parce qu'à l'époque, l'Algérie était colonisée, était encore une colonie de la France. Si j'ai dit ce qu'elle disait, ça peut choquer un peu. Donc, il y a un passage dans ce livre où elle dit que il faut que nous, les femmes blanches, que nous prenons les droits des femmes noires parce que nous sommes plus civilisés. Et donc, voilà, elle, même malgré le fait qu'elle détestait le fait que les hommes sont au pouvoir et que les femmes devront avoir la sexe à d'autres ce droit, pas les femmes noires. Donc, c'était une intellectuelle, je ne suis pas très engagée à la militance féministe. C'était la première femme qui s'appelait en public féministe, Hubertine Claire. Et c'est ça que j'ai découvert aussi dans ma recherche. La première femme, mais qui détestait les femmes noires. Comment je peux défendre? Oui. C'est créer des barrières dans le mouvement contre les barrières. Hein? C'est un peu bizarre quand même. Des minorités contre des minorités, nous ne serons rien à la fin. Ouais. Et de ça, l'importance de ce que tu as dit quand je t'ai demandé de m'expliquer qu'est-ce que c'était le féminisme, qui n'a pas le féminisme parce qu'il y a ces petits groupes dans les groupes. Hein, féminisme, c'est très vaste. Voilà. Aujourd'hui, il y a des intellectuels, des penseurs qui affirment qu'il ne faut pas diviser beaucoup. Par exemple, avoir beaucoup de groupes de minorités. Sinon, nous n'aurons pas le vrai pouvoir de changer les systèmes de pouvoir hégémonique. Mais je ne sais pas si je pense aussi qu'il faut justement avoir une lutte plus ensemble. Mais je ne sais pas si nous sommes encore arrivés à ce moment. Il y en a encore, à mon point de vue, beaucoup des autres régions. Par exemple, au moment où les femmes noires sont
ont plus d'accès ou les mêmes accès que les femmes blanches. Donc, en ce moment, nous pouvons vraiment partir d'un même point de départ ensemble, mais pas encore. Oui, j'ai compris. Et dans tes recherches, alors, après remplir un peu c'est le trou, on ne va pas parler de tout l'article hein, parce qu'il est vaste, n'est-ce pas, la recherche, mais à la fin, est-ce que tu as été plutôt satisfaite des découvertes que tu as faites? Moi, personnellement, comme lecteur, j'ai trouvé très intéressant même de lire. Merci en fait pour la recherche déjà parce que je lisais, je découvrais, j'ai montré à ma copine, j'ai dit, ah, regarde, c'est très intéressant l'article. Et elle m'a même aidé après à penser à quelques questions ici, à discuter et tout. Donc, je pense, pour moi, c'était un travail très beau. Mais qu'est-ce que tu penses à la fin quand tu as regardé le travail que tu as fait? Tu penses que tu as réussi à bien remplir même un peu Le ces trous contraire. qu'il a, non? Je pense que mon but, c'était justement de remplir ces trous. Mais à la fin, après avoir finalement ce que j'ai fait, je pense que mon projet maintenant, c'est de provoquer des autres à faire ce que j'ai fait, parce qu'il y en a encore beaucoup de choses à faire. Donc, c'est de peut-être provoquer, parce qu'au moment que je travaillais, j'ai laissé à côté beaucoup de choses. Donc, j'ai laissé de noms importants parce que je n'avais pas de temps. Par exemple, une recherche de master, c'est quoi, 2 ans seulement. Et Michel Perrault a dédié sa vie à étudier l'histoire des femmes. Elle n'a pas encore réussi. Donc, le parcours intellectuel, quand même, le parcours de recherche, c'est ça. On commence, mais il faut avoir des autres pour continuer cette recherche. Et donc, j'espère avoir fait ma contribution et j'espère avoir provoqué des autres à suivre ce parcours parce qu'il y en a encore beaucoup de choses à faire. Il y a vraiment plein de choses à étudier, à se débrouiller. Les mouvements, par exemple, de socialisme utopique, les femmes qui ont la Commune de Paris, la Deuxième République. Enfin, la France, c'était un chaos à l'époque, n'est-ce pas? Ah, révolution turquie, révolution quelque chose, etc. Donc, et beaucoup de femmes ont été effacées de cette histoire. Donc, il faut les chercher en ce moment. Oui. Ah, parfait. Est-ce que tu as fait quelques jours en parallèle? Est-ce que c'est possible de faire un parallèle entre les mouvements des femmes françaises et celui des brésiliennes? Ah, j'ai vu cette question et j'ai mis, voilà. Parce que les trucs cool, c'est que notre boom ici, boom, né au Brésil, et c'est qu'il a eu lieu pendant la période de la dictature militaire brésilienne, à mon avis. Donc, c'est mon interprétation. Pourquoi? Parce que nous avions un groupe de femmes qui, en essayant d'échapper, je ne sais pas, au régime autoritaire, etc., elles étaient des intellectuels liés aux universités déjà, mais il fallait sortir du Brésil. Elles ont fini par étudier en France et elles sont allées en France et là-bas, elles ont été en contact avec des idées féministes et qui circulaient. Et beaucoup d'entre elles, par exemple, n'avaient pas encore lu des livres de Simone de Beauvoir. C'était l'occasion d'avoir ces contacts. Et cela a dû être un moment d'effervescence intellectuelle pour ces femmes. Les échanges intellectuels sont extrêmement nécessaires, justement, si l'on souhaite réellement une maturation des propositions, n'est-ce pas, une évolution. Et aujourd'hui, notre féminisme, il a déjà ses propres contours. Je crois que nous avons déjà beaucoup fomenté ici. Et surtout quand on pense à des gouvernements aussi disparates, n'est-ce pas, aussi différents. Et un autre point qu'il est important de mentionner ici est que ce qui nous distingue du mouvement français, ce sont les revendications très particulières au Brésil. Comme je disais, la cause des femmes,
la problématique des femmes originaires, n'est-ce pas, la population noire, et les femmes qui vivent dans la périphérie. En bref, nous avons un spectre très large et très neutre comparé en français. Mais donc, c'était juste à l'époque de la dictature militaire brésilienne, pour moi, que nous avons vraiment ce boom ici. Oui, d'accord. Oui, en fait, oui, il y a des noms de femmes très célèbres de cette époque, comme Olga, la propre Dilma Rousseff aussi, Voilà. qui a été notre présidente. Parce que, mais c'est une chose difficile. Nous avons, le problème, c'est que je ne me souviens pas les noms, mais il y avait une féministe. Au début du 19e siècle, déjà au Brésil, nous avons déjà plein de femmes qui pensaient déjà à ces contextes. Mais les bons même, c'était à la dictature militaire. Voilà. Donc, je n'efface ce que je veux dire, c'est que je n'efface pas notre passé. Mais je crois que l'effervescence a eu lieu avec la dictature. Oui, je pense. Oui, bon, j'ai aucune connaissance historique pour dire ça. Je vais juste parler mon opinion à moi. Peut-être que je vais me tromper, mais voilà, mon opinion ignorante même du thème. Mais Ouais, peut-être qu'à partir de la dictature, il a eu ce besoin plus fort de se préoccuper avec les questions sociales même au Brésil, hein, parce que je sais pas, on a vu. les mouvements, je pense que quand nous sommes insérés dans le chaos, c'est finalement le moment que nous commençons à penser à notre société, vraiment, à y réfléchir. Parce que quand c'est dans les moments de révolution, les moments de chaos. Parce que sinon, nous resterons tout calmes. Nous allons seulement suivre le temps, les jours. Mais quand nous avons un boom, comme une dictature, donc ça Oui, ça voilà, nous étend. c'est un moment de guerre civile, hein, donc il faut se Voilà. positionner, il faut, hein, c'est pas un choix, il faut. Hein, Voilà. Comment nous y sommes arrivés? tout à fait. Voilà. Et voilà. Ah, c'est cool. Ouais. Bon, et aujourd'hui, à quel point tu penses que se trouve le mouvement de lutte pour la liberté des femmes? Ah, sans perdre l'espoir, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, nous nous trouvons dans un moment très confus, très difficile à décrire, surtout au Brésil. Parce que d'un côté, nous avons des grands penseurs sur le territoire national, avec des luttes qui se distinguent dans les sphères académiques, surtout après les nouvelles lectures qui sont données à l'œuvre, par exemple, de Leila Gonzalez, je ne sais pas. Mais d'autre part, je crois que si ceux qui nous écoutent ont une idée déjà de ce qui se passe au Brésil, nous sommes dans une vague conservatrice dominante qui entrave les avancées en matière de droits des femmes. Par exemple, la loi Maria da Penha, une réussite magnifique pour les femmes, elle a été questionnée par un député. Pas, nous pensons que c'était déjà un chapitre fermé de notre histoire, que nous pouvons après ça partir vers d'autres luttes, mais que maintenant nous revenons à ce point. Nous avons perdu beaucoup de choses à cause de cette vague conservatrice. Et justement, la loi Maria da Penha elle-même, qui était considérée il y a quelques années comme un grand progrès, voit aujourd'hui sa validité remise en cause. Mais c'est pas, si je puis me permettre, je dirais que nous avons plus de recul que de progrès. Ce jour même, j'étais en contact avec l'ambassadeur brésilien Rubens Recupero. Il souhaite écrire un livre avec des chercheurs, des intellectuels, pour fêter le bicentenaire de l'indépendance du Brésil.
il a dit pendant la réunion, parce que j'intègre les cadres de chercheurs liés à ces projets, il a dit nous avons perdu beaucoup de choses en 3 ans. Donc, Oui. les scénarios, ce n'est pas les meilleurs scénarios. Oui, non, oui, c'est clair que nous sommes dans un de ces moments dont tu as parlé, des recul, hein, des droits. Mais quand même, j'ai l'espoir, octobre est presque là, on va chasser cet enculé-là et on va... Ah, mon Dieu, Nous allons fêter, je vais fêter pendant une semaine sans arrêt. Oui. Vraiment. Oui, j'ai dit à ma copine parce qu'on n'a pas eu vraiment carnaval à cause de cette fin de Covid. Et j'ai dit, bon, oui, je passe le carnaval, mais je vais beaucoup célébrer en octobre. Quand cet enculé-là, on va les chasser, il ne sera plus le président, on va finir avec cette vague conservatrice au Brésil. Voilà. Et là, il faut fêter comme le carnaval. Hein. Une semaine de fête, tout permis, voilà, on va faire la fête. Donc, nous avons une ministre des droits des femmes et de la famille qui est contre la femme. Tu peux penser à une chose pareille. C'est drôle, c'est impensable. Oui, mais c'est la même chose du... Comment s'appelle le mec là, noir, qui... Ah, voilà. C'est bon, qui on oublie ces noms facilement. Ah oui, non, Voilà. qui l'oublie. C'est Après même tout mieux de ne ça- pas parler. Hein. On ne va pas enregistrer les noms de ces enculés-là. Voilà, il ne mérite pas d'être mentionné ici, tu Exactement. vois. Mais il y a C'est cet ça. homme noir-là qui est contre les droits des Noirs. Ils disent qu'il n'y a pas de racisme au Brésil. Voilà. Pour effacer toute la lutte et les réussites, petites réussites des mouvements noirs au Brésil. Voilà, et ça donne de la rage. Je ne suis pas contre les groupes minoritaires. Il y a un homme que j'aime bien ici au Brésil, que c'est le padre Júlio Lancelotti. Je sais pas, qui fait un travail magnifique. Oui, il est super. Mais il y a des gens qui les contestent. Il y a des gens qui disent oh, non, mais ce n'est pas correct de donner des aliments aux gens qui habitent sur la rue, etc. T'es communiste. Oui, ce sont des contestations bizarres. Hein. Genre, je vais donner de la nourriture pour des gens qui ont faim. Et existe un être humain qui va dire non, ça, c'est pas correct. Quoi? Ce n'est pas correct. Non, j'aime Jésus, mais donner des aliments aux gens qui ont faim, non. Jésus n'a pas fait ça. C'était l'homme des pauvres. Oui, c'est étonnant même cette vague. Ah mon Dieu, il faut qu'elle passe. Hein. C'est déjà trop. 3 ans et demi là. Nous avons survécu à ça, donc il faut oublier ce moment de notre histoire. C'est un moment qu'il faut effacer quand même. Il ne faut pas y revenir. Non. Mais c'est très important de montrer les merdes que ça a donné. Hein. Aujourd'hui, c'est très cher. Tout, c'est cher. Pour que les gens, quand les gens, au futur, d'ici 10 ans, je ne sais pas quand est-ce que cette vague va revenir, on montre aux gens, regarde le résultat de la dernière fois. Est-ce que vous voulez ça encore? Plus de 10% d'inflation et on paye tout plus cher. On ne peut pas sortir, on ne peut pas manger dans la rue, on ne peut pas s'amuser. Hein, il y a des gens qui ne peuvent même pas acheter de nourriture même parce que tout c'est cher. Tu peux manger de la viande, tu ne peux pas. Elle est incroyablement chère. Voilà. Donc, je pense qu'il faut qu'on crée une alerte. Donc, c'est une photo que nous allons prendre et nous allons... Ah, mais je veux voter dans la 3e... comment nous disons ça en français? 3e voie. Voie. Quelle merde! Non, oui, il n'y a pas... La 3e voie, c'est la droite. C'est encore à droite. Oh. Ah, mon Dieu, mais voilà. Bon, on arrive à la fin, hein, quand même. C'est très bon de parler avec toi. Mais oui, je vais te laisser. Nous allons profiter de notre dimanche. Finalement, nous avons finalement eu de la chance de faire ce rendez-vous. Et parce que cette semaine même, je vais partir à São Paulo et j'ai pensé à mon bon Dieu, je ne sais pas si j'aurai le temps nécessaire pour faire cette discussion, mais c'est pour ça que dimanche, c'était... Oui, c'était la unique occasion. Hein, pour ceux qui nous écoutent, on a essayé, ça fait 3 semaines qu'on essaie de se rencontrer. Et une fois, Vanessa a eu un petit souci, après moi, après elle, après moi, comme ça.
Et à la fin, tu On dis, bon, on ping-pong, fait né? dimanche, hein, parce Mais on qu'on n'a fait rien dimanche. dimanche, rien, fait rien dimanche. Donc, on a le temps, on va le faire dimanche matin et on est là. Voilà. Voilà. Mais bon, Vanessa, est-ce qu'il y a une question que tu veux répondre, mais qu'on n'a pas fait, que tu penses que c'est importante de discuter et tout? Non, je crois que j'ai parlé beaucoup de choses, mais je me laisse à la disposition de ceux qui s'intéressent sur la thématique. C'est pas... Et c'est pour ça que je n'échange pas mon nom sur les médias sociaux, mon nom sur mon profil académique, parce que ce n'est pas si simple de trouver les gens qui cherchent, ces gens qui veulent parler de cette thématique. Et c'est pour ça que... Et j'ai publié beaucoup de choses aussi. Et donc, si les gens s'intéressent, elles peuvent seulement me suivre que j'ai, par exemple, pour cette semestre, il va sortir un autre article où je parle de Flora Tristan, une femme qui a vécu pendant 1820-1840 en France, mais c'était une femme très intéressante parce qu'elle s'intéressait aux causes opéraires, à la question des classes, mais parce qu'elle elle a publié un livre, et c'est avec ce livre que j'ai travaillé, où elle parle de son histoire, de son aventure, parce que son père était né au Pérou, et donc elle est venue en Amérique latine, et elle a connu beaucoup de choses, et après, ce qu'elle a appris ici, elle est retournée en France, et là-bas, elle a commencé un mouvement de libération des opéraires. Elle a fait ce on a nommé les Tours de France. C'est pas pour manifester les droits de la femme et des travailleurs. Elle a fait cette liaison très intéressante. C'est le socialisme utopique. Et donc, Flora Tristan a été un nom aussi beaucoup effacé de notre histoire, mais qu'aujourd'hui, il y en a 5 chercheurs que j'ai connus qui travaillent sur elle, mais j'ai essayé aussi de faire ma contribution. Ah, c'est super, hein? Et Mhm. juste pour répéter, si on veut te suivre, c'est arrobase Vanessa Pastorini même, hein? Voilà, Et même pour des projets, quelqu'un veut tout t'inviter ou quelque ça, chose sur Instagram même, c'est bon? Ou tu vas laisser ton voilà, email? voilà. Seulement, si tu cherches Vanessa, si vous cherchez Vanessa Pastorini sur Google, à la fin, vous trouverez mon email, vous trouverez tout ça. Je suis une femme assez exposée, mais d'une bonne façon. Très bien. Mais en tout cas, pendant la semaine, on va te taguer dans nos posts. Donc, c'est plus facile pour Voilà. nos followers de te suivre, hein, au cas où. Et bon, et pour finir, normalement, on pose la dernière question, que c'est, Vanessa, qu'est-ce qui va avec ton pain aujourd'hui? Comment tu vas farcir notre pain français? Bon, euh, il y a tellement de bonnes choses que je veux dire ou indiquer, mais c'est que, donc, si vous voulez commencer, par exemple, à comprendre l'histoire des femmes, je vous conseille à ceux qui nous écoutent de lire les livres de Michel Perrault, mais pour ceux qui veulent réfléchir davantage à l'imbrication entre l'histoire des femmes et la notion de genre, qui est cette notion de discussion assez en vogue aujourd'hui, je dirais de lire John Scott. Et ce sont des auteurs qui ont des œuvres très intéressantes, capables de découvrir toute une série des aspects que d'autres n'ont pas pu aborder. Et j'encourage ceux qui veulent étudier ces thématiques d'aller avec le corps ouvert. Parce que au même temps que nous pouvons trouver quelque chose de très intéressant, il y en a aussi l'aspect que nous pouvons trouver des choses qui nous ne seront pas si contents, comme c'est le cas de moi et Hubertine Claire, que j'ai trouvé qu'elle n'était pas très liée aux causes de la femme noire. Elle était raciste, quoi. Voilà, c'est On le donne le nom qu'on nom. donne. Ça, aujourd'hui, elle était raciste. Et c'est ça, donc il faut avoir le cœur ouvert. Mais ça, par exemple, avec Hubertine Claire,
Il y a aussi un article que j'ai écrit à propos du bertil nucléaire, que j'espère qu'il sera bien évalué pour être publié, où je donne des conseils à propos de tout ça qu'elle a bien fait. Donc, malgré le fait qu'elle était raciste, elle a vraiment fait beaucoup de choses intéressantes et c'est ça que je veux démontrer. Mais il faut tout à fait ajouter qu'elle était raciste. Oui, on prend les contributions au mouvement féministe. Voilà. Et qu'elle a j'annonce fait. qu'elle était raciste, mais elle a fait des contributions. Donc, c'est ça, il faut avoir ça en tête. Il faut faire un peu l'anthropophagie, là. On va apprendre les bonnes choses qu'elle a fait. Voilà, c'est ça. C'est l'exercice nécessaire comme un bon chercheur aussi. Oui, c'est cool ce que tu dis, que c'est la recherche des archives sans romantiser cette recherche. Sans romantiser. Parce que tu vas tout trouver. Hein. Tu peux trouver des choses que tu pensais déjà. Et donc, si tu trouves des choses que tu pensais déjà, il n'y a aucun caractère innovateur. C'est ça aussi. Donc, la zone de confort, elle n'est pas bonne si tu veux faire une bonne recherche. Il faut justement se plonger sur les aventures, sur l'inconnu. n'est-ce pas? Et bon, tu peux trouver des bonnes choses ou des mauvaises choses, ça dépend. Oui, voilà, c'est parfait. Bon, merci beaucoup, Vanessa, de ta disponibilité. J'ai aimé faire ça. C'était une expérience très bonne et j'ai aimé avoir reçu cette invitation pour parler de ce que j'aime. Oui, non, c'est parfait. Pour nous, ça a été incroyable aussi. J'ai beaucoup aimé la conversation et nous sommes aux portes ouvertes. Hein. Si tu as besoin de retourner pour parler quoi que ce soit, des nouveaux projets et tout, hein, c'est juste nous envoyer un message et voilà. Merci beaucoup. C'est moi, je suis flattée, je me sens une femme. Cette occasion était vraiment très intéressante pour moi et j'aime bien les projets aussi, n'est-ce pas? Un podcast qui parle à propos de beaucoup de choses en français, n'est-ce pas? Que c'est la langue que nous avons choisi pour aimer, n'est-ce pas? Ouais, voilà, parfait. Bon, à ceux qui nous accompagnent jusqu'ici, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Comme vous savez, nous avons des contenus exclusifs sur notre Instagram à propos de cette conversation. On va poster toutes les indications que Vanessa nous a données et on va la taguer aussi. Et voilà, merci beaucoup. Merci. Bisous. Ciao. Au revoir. À bientôt. Parfait. À bientôt. Salut. À bientôt. Bonne journée. Bonne soirée. Ciao. À la prochaine.